Bonsoir à tous, il est 23h sur RTI 1 dans l'actualité de cette fin de semaine en vue d'éradiquer la malaria d'ici à 2030. Le programme national de lutte contre le paludisme vient de lancer la phase de dénombrement des ménages. L'opération qui va se dérouler dans tout le pays permettra la formation des responsables d'aires sanitaires. Les pieds dans la tradition, nous irons dans l'ouest montagneux en Pays-Ouest pour découvrir la lutte classique dans le village de Nédrou, un moment d'échange et de partage où les villageois rivalisent d'adresse pour le prestige et non le pécuniaire. C'est à suivre dans le dossier vide ici de la rédaction de RTI 1. Et puis en République centrafricaine, des électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections législatives. On a aussi voté dans les circonscriptions où le premier tour du scrutin le 27 décembre dernier a été annulé. À la fermeture des bureaux de vote, aucun incident majeur n'a été signalé. Merci de suivre RTI 1 avant la distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action en abrégé MILDA. Le programme national de lutte contre le paludisme procède à la phase de dénombrement des différents ménages. L'opération va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. La formation des responsables d'aires sanitaires a démarré dans plusieurs villes, dont Adzopé et Bongouanou. L'objectif principal de cette opération vise à éradiquer le paludisme d'ici à 2030. On regarde le reportage d'Astou Touré. La phase de dénombrement des ménages pour la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action MILDA a démarré. Le dénombrement, c'est comme un recensement. Nous allons passer dans les ménages pour compter le nombre de personnes par ménage, le nombre de couchettes par ménage, afin de pouvoir savoir combien de moustiquaires chaque ménage doit pouvoir bénéficier. Et donc, si un ménage n'a pas été visité, il sera difficile aux acteurs de la santé de leur attribuer des moustiquaires. Donc, c'est un élément, une phase très très importante de la campagne de distribution de moustiquaires. Pour cette première étape, c'est la ville d'Adzopé, à environ 73 km d'Abidjan, qui nous reçoit. La campagne 2020-2021 sera de type stratifié sur toute l'étendue du territoire national, en tenant compte de la gestion de la résistance des vecteurs aux insecticides. Nous allons distribuer 3 types de moustiquaires. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a 28 districts dans lesquels les moustiquaires standards ne sont plus efficaces. Donc après des études, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait trouver des moustiquaires efficaces qui sont les moustiquaires standards et les moustiquaires de seconde génération. Donc il y a 28 districts qui vont recevoir des moustiquaires de seconde génération. Et la deuxième particularité, c'est que vous nous voyez sur le terrain. La seconde particularité, c'est que cette année, nous avons fait 2 équipes de coordination qui vont prendre les 33 régions de Côte d'Ivoire, qui vont être proches des populations pour aider les directeurs régionaux et les directeurs départementaux à faire le dénombrement. Au district sanitaire d'Adzopé, environ une trentaine de responsables d'aires sanitaires sont en formation. À leur tour, ils formeront des volontaires chargés de la mobilisation sur le terrain. Adzopé compte environ 250 000 habitants. À l'issue de cette phase de dénombrement, 122 851 moustiquaires imprégnés à longue durée d'action seront distribués. On continue à parler de santé avec le point de la situation de la Covid-19 au 14 mars 2021. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce dimanche 14 mars 2021 349 cas de Covid-19 sur 3288 échantillons prélevés, soit 10,6% de cas positifs, 485 guéris et 0 décès. À la date du 14 mars 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 37 653 cas confirmés, dont 34 088 personnes guéries, 211 décès et 354 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 462 268. Du 1er au 13 mars, 14 937 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques à se présenter au centre de vaccination
vaccination au parc des sports de Trècheville et les autres centres ouverts pour se faire vacciner gratuitement contre la Covid-19. Elle s'est fait vacciner gratuitement au centre hospitalier universitaire de Cocody. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté vient de se faire vacciner. Mariatou Koné, il s'agissait pour elle de donner l'exemple et d'exhorter les populations vulnérables à se faire vacciner afin de stopper la progression de cette pandémie. On retrouve encore une fois Astou Touré. Mariatou Koné au centre de vaccination contre la Covid-19 du CHU de Cocody. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est vaccinée contre la Covid-19, une pathologie qui fait à ce jour plus de 200 morts en Côte d'Ivoire. Par ce geste, elle veut encourager les personnes vulnérables à lui emboîter le pas. La pandémie à coronavirus est mortelle. C'est un petit virus qui est en train de décimer le monde. Et maintenant qu'il y a un vaccin, il faut donner l'exemple pour arrêter, pour arrêter l'hémorragie. Je suis juste venue faire mon vaccin pour montrer qu'il n'y a pas d'effet secondaire, pour montrer que ce n'est pas... Faire le vaccin protège et faire le vaccin va nous aider à arrêter la propagation de cette pandémie. Message reçu 5 sur 5 par Lazare Konan-Kwaku, sexagénaire de 74 ans, colonel-major de la gendarmerie à la retraite. Pour nous qui présentons quelques maladies de vieillesse, nous venons pour essayer de nous protéger contre la maladie du siècle. Nous pensons qu'ils veulent nous protéger, qu'ils viennent nombreux se faire vacciner. Sont concernés par cette phase les agents de santé, les forces de défense et de sécurité, les personnes souffrant d'une pathologie chronique telle que l'hypertension et le diabète, les enseignants et les populations âgées de 50 ans au moins. Et on ouvre une lucarne sur la recherche scientifique. Le FONSTI veut se doter d'un plan stratégique performant dans les années à venir. Il s'agit pour le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation de renforcer sa contribution dans le financement de projets de recherche scientifique et de l'innovation technologique en Côte d'Ivoire. Et pour y arriver, les experts du secteur se sont réunis au cours d'un atelier à Grand-Bassam. Il s'agit pour eux de trouver la méthode adéquate. Le récit de Demadongui par Gassoro Koné. Après 2 années d'exercice, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI, marque une pause pour faire le bilan de ses actions. La structure a été créée par ordonnance en juin 2018 dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui stratégique au financement des projets de la recherche scientifique PASRES et a encouragé la création d'entreprises de recherche en vue de contribuer à la création d'emplois. Nous avons besoin d'un plan stratégique pour guider nos actions. Ce plan stratégique permettra au pouvoir public d'évaluer le travail qui sera effectué au cours des 5 prochaines années. Plusieurs projets de recherche sont financés chaque année par FONSTI pour un montant de 30 à 75 millions de francs CFA par projet. Au thème de cet atelier, les experts vont élaborer un plan stratégique permettant à la structure d'apporter un soutien financier adéquat dans le financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique en Côte d'Ivoire. Il est important que les activités au niveau de la recherche et de l'innovation soient soutenues. Tous les partenaires regrettent la faiblesse de l'innovation dans le secteur privé ivoirien. Le FONSTI a pour mission, entre autres, de contribuer à combler ce retard technologique des entreprises ivoiriennes. L'initiative est une lueur d'espoir. Nous qui sommes dans le domaine scientifique industriel, nous nous sentons abandonnés au niveau du financement. Nous n'avons de soutien que de la part du privé et des banques. Alors, il était temps que des réflexions soient menées pour que l'État joue son rôle. Fruit d'un partenariat scientifique entre la Côte d'Ivoire et la Suisse, FONSTI œuvre à la promotion de la recherche scientifique et à la valorisation de l'innovation technologique de haute qualité susceptible d'avoir un impact bénéfique sur le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire.
Et sur un tout autre plan, dans 3 mois, le périmètre rizicole de 114 hectares concédé dans le cadre du programme d'autosuffisance en riz de la Côte d'Ivoire va rentrer en production. À Dabakala, les travaux d'aménagement de ce périmètre viennent de démarrer. Environ 200 riziculteurs vont y travailler pour produire plus de 600 tonnes de semences par saison. L'éclairage de Léonce Brou. Voici le périmètre rizicole concédé par l'État dans le cadre de son programme d'autosuffisance en riz aux promoteurs du village semencier de Dabakala. De ce terrain de 114 hectares déjà irrigués, sortiront environ 600 tonnes de semences de riz dans 3 mois. Sur les 114 hectares, il est attendu 600 tonnes de semences que nous allons certifier. Une partie, ça sera pour le projet Coris, mais l'autre partie, c'est à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Et le promoteur de se montrer rassurant indique que 160 tonnes de semences de base et les intrants, dont de l'État et de ses partenaires, sont déjà disponibles. Côté mécanisation, du ressort toujours du promoteur, un parc de 50 tracteurs. Pareil pour les équipes d'encadrement et la main-d'œuvre constituée de 174 riziculteurs. Pour chaque hectare cultivé, en tout cas, le producteur il doit pouvoir avoir entre 600 à 800 000 jusqu'à 1 million. Les grands producteurs qui ont 3 hectares, c'est sûr qu'ils auront 3 millions au bout de 3 mois et demi. 2 millions de personnes de la région du Hambol vont directement vivre de ce projet de production de semences de riz. Dabakala va également approvisionner les autres périmètres rizicoles du pays. Possible donc l'atteinte de l'autosuffisance en riz à l'horizon 2025, se réjouissent les acteurs du projet, dont le ministère de la Promotion de la Riziculture. Ainsi, la Côte d'Ivoire pourra-t-elle faire l'économie de 500 milliards de francs CFA par an, coût de l'importation du riz, en plus de s'ériger en pays exportateur de semences de riz. La rentrée solennelle 2020-2021 de la spécialisation en ingénierie du genre a eu lieu il y a quelques jours à Abidjan. Pendant 9 mois, plusieurs auditeurs et auditrices seront formés sur la prise en compte du genre dans les programmes et les politiques de développement par la chaire UNESCO. On en parle avec Grace Kondo. Chers auditeurs, chères auditrices. Transmission de flambeau entre les auditeurs de la 3e et 4e promotion en ingénierie de genre de la structure chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Cette passation marque le début du programme de formation de la rentrée académique 2020-2021. Nos formations sont généralement organisées autour de 3 compétences. La première compétence vise à donner un cadrage autour des éléments conceptuels et des enjeux qui sont liés aux problématiques qui sont généralement soulevées en rapport avec les questions de genre. Et la deuxième compétence renforce nos capacités en matière de méthodologie et nous permet d'acquérir les outils de diagnostic de planification. La troisième compétence, c'est autour de l'intégration, comment utiliser tous les outils que nous avons reçus. Cette session de formation, la 4e du genre, concerne plus d'une 50aine d'auditeurs et va durer 9 mois. Nous nous sommes rendus compte que pour réussir la gestion durable des forêts, des ressources fauniques et des ressources en eau, il faudrait que les populations soient prises en compte. Donc, prendre en compte les hommes, prendre en compte les femmes. Nous attendons que cette formation-là puisse nous aider à mieux comprendre le concept du genre et pouvoir vraiment développer des projets qui vont permettre aux hommes et aux femmes vivant en Côte d'Ivoire de pouvoir prendre part pleinement au développement forestier que nous faisons. La place accordée à la femme doit s'agrandir pour élargir le champ d'horizon. Nous, dans notre domaine particulier de la sécurité sociale, on s'intéresse aux populations défavorisées. Et il faut dire que dans notre pays, les femmes occupent une grande place dans ces populations défavorisées-là. Et donc les intégrer dans notre prise de décision nous permettra de mieux assurer nos missions. Le programme de formation en ingénierie de genre vise à impulser une nouvelle dynamique quant à la prise en compte de l'approche genre dans les programmes et projets. La formation en ingénierie du genre vient combler un vide en termes de renforcement de capacités techniques pour agir avec des outils pratiques. Ça nous permettra de changer la manière de faire le développement. Le but final, c'est d'avoir un développement durable et équitable, ou bien une société performante et rentable. Pour l'année académique 2021,
La formation sera doublée d'une spécialisation afin de se spécialiser dans un domaine qui leur convient, notamment en leadership et management. Et la directrice du genre et de l'équité au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant était ce dimanche l'invitée de RTI 1 dans la droite ligne de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Florence Tano s'est prononcée sur la défense des droits de la femme. Sur le sujet, les acquis et les défis de la Côte d'Ivoire ont constitué l'essentiel des échanges. Je vous propose un extrait de son passage. Ce n'est pas une fête, c'est une commémoration de certaines femmes qui ont fait un combat et aujourd'hui nous conduit à avoir des congés de maternité, avoir des congés payés. Ça n'a l'air de rien, mais ça provient d'un combat que certaines femmes ont mené. Si je prends nos dates de l'indépendance, 1960, 2021, les lignes ont véritablement bougé. On a progressé. On a progressé. C'est vrai que plusieurs choses restent encore à faire. Beaucoup de choses sont faites. D'accord. Mais vous savez qu'au plan culturel, les cultures sont fortes. La mentalité ne change pas d'un coup. Vous comprenez? C'est ce qui freine un peu nos agirs. Déjà, les coutumes interdisaient l'école aux femmes. Nous avons réussi. Les coutumes, les traditions refusaient déjà des métiers comme médecine aux femmes. Nous avons réussi. Nous pensons que nous réussirons cet aspect aussi pour que les femmes puissent mener le combat. Aujourd'hui, vous remarquerez que les femmes sont dans tous les domaines. Enseignantes, chercheurs, médecins, même à la NASA, dans tous les domaines d'expertise. Elles suscitent des formations dans les ONG, elles suscitent des formations à tous les niveaux pour se performer. Sous le leadership du professeur Bakayoko Liramata, les femmes doivent se former elles-mêmes. Elle est chercheur, enseignante-chercheur, donc c'est un ministre qui met en relief les questions de formation. C'est primordial. Et les femmes montrent là qu'elles savent ce qu'elles veulent. En se formant, elles veulent gagner des parts. Il y a d'abord la budgétisation sensible aux genre que nous voulons faire adopter en Côte d'Ivoire. D'accord. Nous y travaillons avec la ministre. Il y a aussi notre document national de politique genre que nous sommes en train de réviser pour qu'il prenne en compte les questions actuelles qui intègrent les questions de pandémie. D'accord. Nous avons aussi la formation à poursuivre, surtout au niveau des jeunes. Nous voulons renouveler la classe politique féminine. Nous voulons déjà formater nos jeunes élèves, nos jeunes étudiantes sur les questions politiques, sur les questions de leadership, pour qu'on n'ait plus à faire des séminaires qui coûtent de l'argent, qui coûtent cher, pour que déjà nous puissions les accompagner sur le plan pratique. Et on continue de parler des femmes avec celles du secteur de l'éducation nationale et membres de la MUPEMENET-SI qui ont été instruites sur leur promotion économique et sociale. La rencontre s'est déroulée le 8 mars dernier à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Le compte-rendu de Didier Nguessan. Événement festif et riche en enseignements, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme à la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale, MUPEMENET-SI. Plus la présence féminine est forte, plus les sociétés gagnent en performance, en croissance et en productivité. Cela signifie que les entreprises doivent d'abord accepter de recruter les femmes en leur sein pour qu'on puisse parler bien évidemment de promotion des femmes en entreprise. Ce que votre directeur a fait. Venues nombreuses, les braves femmes de la MUPEMENET-SI, qui représentent environ 50% du personnel, ont été instruites par la conférencière Sangaré Mada sur la promotion économique et sociale de la femme face à la COVID-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire. Les femmes sont en première ligne face à la crise de COVID-19 en tant que professionnelles de santé, pourvoyeuses de soins, innovatrices, organisatrices communautaires et pour certaines, en tant que dirigeantes nationales, figurant parmi les leaders les plus exemplaires et les plus efficaces dans la lutte contre la pandémie. Dynamique femme de la MUPEMENET-SI, continuez à remplir votre devoir sans le moindre complexe. Votre mission est divine, car grâce à vous, nous sommes forts face à toutes sortes d'événements malheureux, y compris face à la COVID-19, dont nous souhaitons la fin définitive. Le PCA de la mutuelle, Michael Boko, a saisi cette occasion pour renouveler son admiration à la gente féminine de la MUPEMENET-SI, sans oublier de les encourager à poursuivre leur mission professionnelle avec dévouement.
Et on y arrive maintenant, je vous le disais en titre, dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. Plusieurs villages, sinon plusieurs villages du peuple accueillent des compétitions amicales de lutte traditionnelle, contrairement au Sénégal ou encore au Niger. Aucune récompense n'est décernée aux vainqueurs. Les seules satisfactions se trouvent dans la joie des communautés dont les représentants ont démontré leur supériorité, leur adresse. Au-delà de la promotion des valeurs culturelles ancestrales, la lutte traditionnelle constitue aujourd'hui un facteur de cohésion entre le peuple du milieu rural, singulièrement pour ceux du département de Quibli. La lutte traditionnelle dans le Grand Ouest, dans le dossier Vidici de la rédaction de RTI 1, c'est une proposition de Walter Amadou Ouattara, de retour de Nidrou. On regarde. Si les dimanches à Bamako, au Mali, sont des jours de mariage, ce n'est pas forcément le cas à Nidrou, dans le département de Quibli. Ici, les dimanches sont mis à profit pour des moments de réjouissance à travers la lutte traditionnelle. Depuis longtemps que nos parents ils ont commencé à faire une lutte traditionnelle. On fait ça pour qu'on ambiance les parents au village. Donc, on est là pour organiser toujours, chaque dimanche. Ceux qui ont le droit de cesse, uniquement les Robés. Les femmes ne luttent pas, les femmes viennent pour assister. De 13h à 18h30, l'une des plus grandes places publiques du village accueille la compétition de lutte traditionnelle. Dans l'arène s'affrontent deux groupes de lutteurs. Chaque groupe est coaché par un préparateur mystique qui transmet son savoir-faire à ses poulets. Je donne tous les mouvements à mes joueurs. Il y a un médicament. Quand on rentre en brousse, on a fait, c'est moi-même qui a préparé le médicament. Et puis mes joueurs, ils se prennent. C'est nous qui sommes rois ici. On est forts. Le rôle des tapeurs de tambour n'est pas à négliger. Ces tapeurs encouragent les lutteurs. Lors des combats, il nous a été donné de remarquer les surveillants de l'espace de bataille. À l'aide de chicottes, ils maintiennent l'ordre et usent parfois de gestes effrayants afin de faire respecter les limites du rectangle. La lutte traditionnelle à Nidrou, c'est aussi les supporters qui mettent l'ambiance à chaque victoire. Celui qui vient de terrasser son adversaire se fait appeler le miroir des femmes de Nidrou. Miroir des jeunes filles, le seul miroir de Toubadrou. Moi, ça me fait 3 ans que je suis dedans. Moi, je suis un grand lutteur. De plus encore, je suis obligé d'entraîner mes petits frères aussi. S'il est tombé à terre, là, on lui a gagné. Là, les gens sont en train de toucher là. S'il prend quelqu'un comme ça pour le terrasser, il a gagné. Et puis les femmes commencent à danser. Et à ma venue, si ça va pas, et si il luttait jusqu'à, on peut lui dire, on dit bon, ça va, 5 minutes. Si ça va pas, on dit bon, vous attend le prochain. Tenez-vous bien. Ici, le gagnant d'un combat de lutte traditionnelle ne reçoit aucune récompense. Si un lutteur gagne, on ne lui donne rien. Mais c'est le nom. C'est le nom que lui là, c'est un vrai lutteur. Voilà. On peut le prendre aussi, envoyer ailleurs. C'est comme ça. Si la majorité des habitants de Nidrou apprécient ces moments de lutte traditionnelle, ce n'est pas le cas pour tout le monde. La lutte me plaît. Ça anime le village. C'est une bonne chose au fait. Il y a la cohésion, en tout cas la paix, tout ce qui est les bonnes choses. Après l'école, quand je viens regarder la lutte, je suis contente, je suis en paix, je suis en joie. La lutte nous apporte un rassemblement pour tous les 8 villages. C'est en fonction de cette lutte-là qu'on se réconcilie. Il faut que la réconciliation, la paix, main dans la main, continue. Moi-même, je n'ai pas. Je n'ai jamais regardé. C'est ma première fois de venir. De toute façon, je vois qu'ils sont à taper les gens, puis moi, ça me fait mal. Ils vont te faire tomber ton bras qui va se casser. Ou même c'est ton cou qui va faire tout. Ça cause de ce n'est pas. Pour notre part, nous retenons que ces combats mobilisent les communautés villageoises sans distinction d'ethnie ni de bord politique. C'est un facteur de rassemblement et de cohésion.
Ce soir, les quartiers Kwao, qui regroupent majoritairement les ressortissants de Fakobli, et Kaye, ceux de Kwibli, se séparent sur un match nul. Conscients que la lutte traditionnelle dans le Guémon draine du monde, des cadres veulent en faire des attraits au plan touristique afin que cette activité culturelle contribue au développement. La lutte traditionnelle, j'ai vraiment mal au cœur parce que c'est un sport qui draine du monde par le passé. Ici, en pays où les gens quittaient le Zélabaon, venaient ici, bon, les peuples se rencontraient. Et puis ça luttait. Et il y avait du monde. Mais les données ont changé. Si vraiment l'État même pouvait quand même jeter un coup d'œil sur ce qui se passe dans la région. Je regarde une chaîne sénégalaise. La lutte traditionnelle sénégalaise, ça fait peur du monde. C'est comme au stade de Fort-Boyenne. Les gens viennent et vraiment les gens se rencontrent, ça joue, ça s'amuse. Je voudrais que ça se passe ici chez nous. C'est une question d'organisation. Je vais voir des frères qui sont sportifs ici. Du côté de Fakobli, j'ai un de mes gars qui est là-bas, Néméa, qui est sportif. Et je sais qu'il y a beaucoup de sportifs ici. Bon, si je prends le côté du Yokwe, il y a l'honorable Gloire Priva qui est le médiateur de l'Africa, qui aime le sport également. Si j'appelle tout ce monde-là, je pense qu'on peut mettre sur place quelque chose pour donner de la valeur à la lutte traditionnelle. Ouais. De portée ludique et culturelle, la lutte traditionnelle est un sport favori, également pratiqué au Niger et au Sénégal. La lutte traditionnelle de Nindrou, facteur de cohésion, un dossier de Walter Amadou Ouattara à revoir sur RTI 1. Dans l'actualité hors de chez nous, des chutes de cendres volcaniques et des inondations font 6 morts en Équateur. Les inondations ont détruit quelques 16 000 hectares dans plusieurs régions côtières et andines depuis le début de la saison des pluies le 1er février, affectant près de 18 000 personnes selon le site du service de gestion des risques. Aux fortes pluies s'ajoute en plus une chute de cendres volcaniques venus d'une localité située à 200 km au sud de Quito, qui ont détruit quelques 43 000 hectares de récoltes et affecté environ 330 000 personnes. En Asie du Sud, le Sri Lanka veut bannir la burqa et fermer 1000 écoles coraniques. Dans une vidéo partagée par le ministère de la Sécurité publique, le ministre déclare avoir signé la veille un document demandant l'approbation du gouvernement pour bannir le voile intégral. Le port de la burqa a déjà été temporairement interdit au Sri Lanka, juste après les attentats du dimanche de Pâques 2019 perpétrés par 8 terroristes islamistes. 258 personnes avaient trouvé la mort. Cette proposition sera présentée lundi au gouvernement sri-lankais. Place à présent au tour du monde de l'actualité en 7 jours et c'est une sélection signée Abou Sanogo. La ville de Bata, capitale économique de la Guinée équatoriale, a été secouée par une série de puissantes explosions d'un dépôt d'armes et de munitions dans un camp militaire. De nombreux cadavres, mais aussi des survivants ont été extirpés des décombres de 4 terrifiantes explosions accidentelles ayant ravagé un camp militaire et des quartiers aux alentours, faisant grimper le bilan provisoire de ce drame à 98 morts au moins et 615 blessés. Après 3 années sans lauréat faute de candidats, le prix Mo Ibrahim pour le leadership et l'excellence en Afrique a été décerné en 2021 au président sortant du Niger. Mahamadou Issoufou a été en effet récompensé pour son bilan en faveur de la croissance économique, mais aussi pour avoir respecté la transition démocratique. Il laissera début avril sa place à Mohamed Bazoum. C'est la première transition démocratique entre 2 présidents élus du pays. Les essais cliniques de phase 2 du vaccin indien Covaxin contre la COVID-19 développé par le laboratoire indien Bharat Biotech viennent d'être publiés par la revue The Lancet. Ils garantissent que ce vaccin est sûr et entraîne une réponse immunitaire alors que le gouvernement l'utilise depuis 2 mois dans les hôpitaux publics. Les résultats sont encourageants. L'ancien président mauritanien Mohamed Abdelaziz ainsi qu'une dizaine d'autres personnes sont inculpées pour corruption ce jeudi 11 mars. Ils ont été finalement libérés, mais tout en étant sous contrôle judiciaire. Un des gendres de l'ancien président Mohamed Abdelaziz, 2 anciens premiers ministres et plusieurs anciens ministres et hommes d'affaires sont concernés.
Patrice Motsepe est devenu le 7e président élu de la Confédération africaine de football ce 12 mars. Le milliardaire est le premier sud-africain et le premier anglophone à occuper ce poste prestigieux sur le continent. L'homme d'affaires succède à Ahmad Hamad, persona non grata durant cette 43e Assemblée générale élective de la CAF. Le Malgache qui avait battu le Camerounais Issa Hayatou à la surprise générale en 2017 a été suspendu 5 ans par la FIFA avant que cette sanction ne soit ramenée à 2 ans par le tribunal arbitral du sport. À un mois de l'élection présidentielle, l'opposition béninoise réclame toujours à Patrice Talon un dialogue et une élection inclusive le 11 avril prochain. Pour le parti Les démocrates de l'ancien président Boni Yayi, la commission électorale et la Cour constitutionnelle ont écarté de la course électorale les poids lourds de l'opposition. Près de 1 800 000 Centrafricains sont appelés à élire leurs députés. Un jour de vote important, alors que le premier tour du 27 décembre a été chaotique. S'il a permis la réélection du président au premier tour, 56 circonscriptions sur 140 n'avaient pas pu voter à cause de l'insécurité. En tout, 118 circonscriptions vont voter ce dimanche. Et c'est la fin de cette édition d'Information. Merci de l'avoir suivi. Lundi, retrouvez l'équipe de Matin Bonheur avec Régis Kofi pour les tranches d'information de 6h30 et de 7h. À 13h, Juliette Ouéa sera chez vous pour l'édition de la mi-journée. Bonsoir et que la paix soit chez vous.